Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update qui est un update plutôt ultra satisfaisant. Les livres que j'ai à vous présenter, il y a deux fins de saga, deux débuts de saga et un tome unique. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre logique de fin de saga, tout ça. Donc je vais commencer par le tome unique, et le tome unique. Ensuite les débuts de saga et ensuite les fins de saga. C'est pas l'ordre dans lequel je les ai lus, ce n'est pas non plus mon ordre de préférence. Je vous annonce tout de suite qu'il y a, je pense, facile 3 coups de cœur dans cette pile à lire. Donc on va commencer tout de suite parce qu'on est sur quand même du gros pavé. La première lecture que je vais vous présenter, c'est un coup de cœur. Il s'agit d'American Elsewhere de Robert Jackson Bennett chez Albin Michel Imaginaire. J'ai eu la chance de recevoir ce livre en service presse, que je remercie évidemment infiniment, la maison d'édition Albin Michel Imaginaire. On va suivre ici l'histoire de Mona, une jeune femme, une ancienne flic, dont le père décède. Et lorsque son père décède, elle va à la lecture du testament. Elle découvre que sa mère, qui s'était suicidée 30 ans plus tôt, avait une maison dans une drôle de ville et qu'elle en avait fait, que son père en avait hérité. Elle ne connaît pas du tout cette maison, elle comprend pas du tout pourquoi son père ne lui en a jamais parlé. Elle avait une relation très froide avec son père, donc du coup elle n'est pas très étonnée, mais en même temps ça la surprend que son père ne lui en ait vraiment jamais parlé. Plutôt que de tergiverser, elle décide de prendre sa voiture et d'aller donc visiter, d'aller dans cette ville pour voir qu'est-ce que c'est réellement que cette maison et d'où sa mère tenait cette maison et pourquoi elle n'en avait jamais entendu parler. Quand elle arrive à Wink, au Nouveau-Mexique, c'est là qu'il y a la maison dont elle a hérité. Elle découvre une sorte de ville très particulière qui a l'air un petit peu coincée dans le temps, au niveau des années 50 à peu près. Tout le monde a l'air heureux et en même temps... il y a quelque chose qui est très faux dans ce qu'elle voit, donc elle commence à s'inquiéter un petit peu. Elle comprend assez rapidement que sa mère travaillait pour une sorte d'institut qu'il y avait là-bas, et elle va commencer à creuser, à savoir qui était réellement sa mère, pourquoi est-ce que tout le monde a l'air coincé dans cette espèce de temporalité un peu flippante, et elle sent vraiment une menace qui vient planer sur cette ville, et d'où est-ce que ça vient. Alors il faut savoir que moi d'abord, Robert Jackson Bennett, c'est l'auteur des Maîtres enlumineurs, c'est un auteur que j'aime énormément, donc j'étais déjà conquise en fait par la plume dans la trilogie que j'avais lue précédemment. Donc je suis partie vraiment avec un a priori hyper positif et j'ai particulièrement aimé l'ambiance dans laquelle il nous plonge, qui n'a absolument rien à voir avec l'ambiance des Maîtres enlumineurs, puisqu'ici on est sur une ambiance fantastique et non pas fantasy, donc c'est vraiment pas du tout la même directive. On est plongé dans notre monde à nous. Mona, elle vit dans notre monde à nous. Elle vit pas dans un monde de fantasy. Elle conduit une voiture, elle était flic. Bref, c'est de la fantasy, c'est du fantastique et non pas de la fantasy. Et il y a pourtant une ambiance hyper moite, hyper pesante et complètement fantastique. C'est une lecture qui était tout bonnement incroyable et que je ne peux que vous conseiller, sauf qu'il faut partir du principe qu'on va vraiment plonger dans le fantastique. Ça, on plonge dans le fantastique. Donc ça veut dire qu'il faut avoir envie d'aller dans un univers fantastique et non pas, il faut savoir ce que vous y cherchez. On n'est pas sur du post-A, on n'est pas sur de la chevalerie, automatiquement je pense fantasy médiévale, mais il y a d'autres fantaisies qui existent. Mais on n'est pas sur un univers qui est construit. Voilà, je le dis, je le répète parce que sinon, vous risquez d'être un peu déçu. Par contre, si vous recherchez une ambiance un peu creepy, un peu une ambiance à la X-Files, quelque chose d'un peu aux frontières du réel, X-Files, Stranger Things, toutes ces ambiances un petit peu genre où on sent qu'il y a un truc un peu chelou, mais en même temps qui reste quand même ancré dans notre univers. Mais allez-y, foncez parce que c'était tout bonnement absolument génialissime, incroyable. Vraiment, c'est une lecture dont je me souviendrai longtemps. C'est une lecture que j'ai trouvée extrêmement belle. Robert Jackson Bennett, il a quand même cette force incroyable de nous décrire des personnages féminins d'une force mais hallucinante, c'est-à-dire qu'il décrit les personnages féminins avec une justesse que j'ai rarement trouvée dans des bouquins, auteurs et autrices confondus. C'est-à-dire qu'on a un attachement très fort à ces personnages et lui en plus sa spécialité, j'ai envie de dire, parce que c'est le cas dans Les Maîtres enlumineurs et ça va être le cas ici aussi, c'est de décrire des personnages féminins hyper badass. Des femmes très fortes avec des tempéraments de guerrières
qui sont généralement entourés d'univers féminins, même si dans celui-ci, un petit peu moins, mais quand même, il y a une histoire très forte. On va vraiment comprendre les liens entre Mona et sa mère, même si son père n'est pas rejeté non plus, mais voilà, il y a vraiment quelque chose au niveau filial qui est très fort, et c'est décrit avec justesse, et du coup c'est très très touchant parce que malgré tout l'univers fantastique qu'on peut avoir derrière, on s'y retrouve en fait. On retrouve, et c'est ça la force de cet auteur, je pense, c'est d'ancrer les relations humaines dans un univers imaginaire. J'ai lu ensuite pour le coup, L'Assassin du train de Jessica Felo. C'est le premier tome des Sœurs Mitford Enquête. C'était la lecture du Patreon pour le mois d'août. Ici, on est vraiment sur une lecture. Alors, pour moi, c'est entre le policier Agatha Christie et le Cozy Mystery. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Nancy, qui est dans la famille Mitford, et sa jeune domestique Louisa, qui se retrouvent à enquêter toutes les deux sur la mort d'une jeune infirmière, pas du tout jeune, d'une infirmière qui a eu lieu dans le train, Florence Nightingale, et elles vont chercher à comprendre. On va surtout suivre l'histoire de Louisa, la jeune domestique, son histoire personnelle, comment elle s'est retrouvée à postuler chez les sœurs Mitford. On va suivre aussi un petit peu Nancy et sa découverte du monde de la société où elle vit à l'époque, hein, donc on est en 1919. On va suivre aussi un jeune enquêteur des voies ferrées, je sais pas comment on dit, bon, un jeune enquêteur des trains, qui va se retrouver mêlé à tout ça et qui va faire la connaissance de Louisa. C'est une lecture ça se lit très facilement. On est sur vraiment l'ambiance Cozy Mystery, mais pas tout à fait. Donc on n'est pas sur un gros thriller. On est sur quelque chose de très léger au niveau de l'enquête. C'est pas très compliqué. Il y a des éléments qui sont très souvent, enfin les éléments de l'enquête sont très souvent répétés. Et d'ailleurs c'était un petit peu le petit bémol parce que le livre est assez gros quand même. Il fait à peu près 500 pages. Il fait 530 pages. Et c'est assez répétitif. On a très souvent, l'autrice nous rappelle ce qui s'y passe, donc on risque pas d'oublier. Et moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas tant que ce soit répété, c'est pas le temps que ce soit assez facile comme lecture, parce que tout ça, c'est des choses qui sont pas forcément foncièrement désagréables. Ce qui m'a dérangé, c'est que cette saga s'appelle Les Sœurs Mitford Enquête. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout les Sœurs Mitford, c'est Nancy Mitford et sa domestique. Et j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai trouvé ça un peu mensonger dans la façon de le présenter. En plus, au départ, l'autrice nous raconte l'histoire des sœurs Mitford et de cette fratrie. Elles sont 5 sœurs, je crois, et un frère. Et effectivement, c'est très intéressant parce qu'elles ont réellement existé. Elles ont des destins d'ailleurs complètement opposés les unes aux autres. Oui, c'est ça. Non, elles sont 6 sœurs et un frère. Et donc du coup, moi je m'attendais à ce qu'on retrouve les sœurs Mitford et en fait on n'en trouve qu'une. On entend parler des sœurs parce qu'elles vivent dans le manoir, dans le domaine familial, mais c'est pas le sujet principal. Et je trouvais ça un peu dommage. Parce que si on me dit ça, dans ces cas-là, on devrait dire Nancy Mitford Enquête, par exemple. Nancy Mitford et Louisa, sa domestique enquête. Ouais, ça fait un peu long comme titre. Mais n'empêche qu'ils auraient pu trouver, l'autrice aurait pu trouver autre chose. Je pense que je lirai la suite parce que j'ai pas trouvé ça déplaisant en soi, mais par contre je me ruerai pas dessus. J'ai trouvé ça sympa, mais c'est pas non plus la lecture incroyable de l'année. Je risque pas d'oublier les éléments de l'enquête vu que ça a quand même été répété beaucoup de fois. Si vous cherchez une lecture un peu légère, avec une ambiance un peu à la Downton Abbey, mais léger parce qu'on n'est pas non plus léger. Si quand même, il y a quand même ce côté-là, on peut pas lui enlever. C'est une lecture que je vous encourage à lire. Si vous cherchez quelque chose un peu épicé au niveau de l'enquête, laissez tomber. Si vous avez envie de découvrir les sœurs Mitford en 1919, je vous dirais presque laisser tomber. Donc ça dépend, comme d'habitude, ça dépend ce qu'on cherche dans la lecture. J'ai lu ensuite le premier tome de La Quête d'Ewilan de Pierre Bottero, livre que je voulais lire depuis hyper longtemps, donc je suis vraiment contente d'avoir enfin pu découvrir cette saga. On va suivre ici la jeune Camille, qui est une adolescente, je pense qu'elle doit être en 3e, quelque chose comme ça, qui c'est vraiment au tout début du livre, qui suite à un accident, en fait, elle va être percutée, je crois, par un bus, et se retrouve projetée dans un autre univers, qui est l'univers de Gwenda Lavire, et elle découvre qu'en fait, là-bas, il y a tout un univers différent, et après, elle revient dans son monde, et elle y repart avec son ami Salim, et tous les deux vont découvrir le destin incroyable de Camille, qui n'est pas seulement Camille, mais qui est aussi
quelqu'un d'autre. Et tout ce qui va suivre de ce monde, de la quête de pourquoi est-ce que Camille se sent différente sur certains points. Et elle va être toujours accompagnée de son fidèle ami Salim, avec qui elle a un lien très très fort. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée parce que j'ai beaucoup aimé la plume de Pierre Bottero. Seul truc que j'ai pas aimé, c'est que Salim appelle Camille à longueur de temps ma vieille, et j'ai trouvé ça très très démodé. J'ai trouvé que ça vieillissait beaucoup. Mais après, ça reste... je sais même pas quand est-ce que ça a été écrit. C'est assez vieux cette saga. Non, il y a marqué 2003, mais je pense que c'est plus vieux que ça. Je ne sais pas quand ça date, mais en tout cas, c'est... Ah, c'est peut-être marqué au début. Non. C'est une saga que je continuerai avec plaisir parce que j'ai beaucoup aimé la plume de Pierre Bottero. J'ai beaucoup aimé l'univers dans lequel il nous plonge, que j'ai trouvé jeunesse, mais quand même, on sent qu'il y a les bases d'une construction un peu poussée. On n'est pas sur de jeunesse superficielle avec juste l'histoire de Camille et de Salim. Il y a quand même un monde derrière et qui est quand même un peu dense, surtout pour du jeunesse. Bon, c'est pas non plus du Brandon Sanderson, mais voilà, c'est pour du jeunesse. Je trouve que ça, c'est assez prometteur. Donc le fait qu'il y ait cet univers qui déjà est assez prometteur, l'écriture de Pierre Bottero, et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va arriver à notre amie Camille, me donne envie évidemment de poursuivre cette saga. Je trouve que la couverture, je suis pas fan de cette couverture parce que je trouve que la jeune fille ne fait pas du tout jeune fille. Elle fait beaucoup plus vieille que dans le livre. Et les autres couvertures que j'avais vues de la quête des Whelan je les trouvais pas très belles. Donc je trouvais un peu dommage qu'elles aient pas été... Enfin si, d'ailleurs il y a une intégrale qui vient de sortir ou qui va sortir, qui a l'air magnifique. Et je sais pas si je finirai pas par craquer, mais en tout cas... Je vous recommande vivement cette saga si vous ne connaissez pas, parce que je pense que c'est un classique du monde imaginaire français. Je vais continuer maintenant avec les sagas que j'ai continuées. J'ai oublié de vous présenter en premier un petit graphique que j'ai lu. J'ai lu le deuxième tome de La petite faiseuse de livres de Suzuka Miyaokazuki et Yushina chez, je ne sais pas chez qui, Shonen. On va suivre encore cette petite fille qui se retrouve donc, cette jeune femme, cette jeune amoureuse des livres qui se retrouve dans le corps de cette petite fille qui est un peu faible et qui a très envie de découvrir le monde des livres dans cet univers où ça n'existe pas, où elle n'a pas accès à la lecture ni au papier. Et j'ai adoré. J'ai comme d'habitude, comme le premier tome, le premier tome, j'ai adoré parce que je trouve cette petite fille hyper touchante et la vie est hyper difficile pour elle. Elle est là, elle essaye d'aller jusqu'au puits en mode fougueuse. Oh, je vais y arriver. Et puis en fait, elle a le corps de cette petite fille chétive, donc très vite elle est là. Je sais pas péter. Donc voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça hyper sympa. J'aime beaucoup les dessins et je me suis acheté évidemment le tome 3 et le tome 4. Donc je continuerai cette saga avec les deux livres que je vais vous présenter ensuite. Je vais pas en dire grand chose parce qu'il s'agit de troisième tome, les deux de trilogie. Donc je vais pas pouvoir vous dévoiler énormément d'intrigues ni quoi que ce soit. Par contre, je peux vous faire un bilan sur les deux sagas. Et je peux déjà vous dire que ce sont deux sagas coup de cœur que j'ai adoré. J'ai terminé la trilogie de Hugo Way, Silo. Donc le premier c'est Silo, ensuite c'est Silo Origine et ensuite Silo Génération. Il faut bien évidemment les lire dans l'ordre parce que sinon vous comprendrez rien. C'est clairement 3 tomes qui se suivent, avec une histoire qui se suit, avec une construction qui se suit. On est toujours dans cette saga où les humains se sont retrouvés sous terre dans un silo. Alors c'est très bizarre d'imaginer le silo au départ. En gros c'est un énorme immeuble avec un microcosme. Ils vivent complètement en autarcie, ils sont en autosuffisance. Et donc, les humains se retrouvent dans ce silo suite à la fin du monde. Pourquoi, comment ils sont arrivés là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des soulèvements? Comment ça se passe au niveau du fonctionnement? On en sait un peu plus dans le deuxième tome sur le fonctionnement en interne et comment ils sont arrivés là. Et évidemment, dans le troisième tome, on apprend vraiment comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va se passer. Bref, ça nous fait vraiment, on a toute la chronologie de cette histoire-là. Et ça, c'est super parce que c'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien quand on a vraiment une saga qui se clôture et non pas une saga qui reste dans le flou. Non, là, on a vraiment un début, une fin. La plume d'Hugo Way, elle est absolument incroyable. Là aussi, il y a des personnages. Il a quand même cette force de dépeindre des personnages avec des tempéraments où on s'attache très, très fort. Moi, je reste très marquée par un couple, un homme et une femme, qu'il y a eu dans le premier tome, au tout début du premier tome, qui m'ont énormément touchée. Alors, on les suit pas énormément, mais je sais pas pourquoi leur histoire, elle va rester en moi, je le sais.
Il y a des personnages féminins forts, là aussi. Mais pas que, mais il y a aussi des personnages féminins très forts. On est quand même axé sur des personnages féminins. Et je trouve que là aussi, il y a justesse et délicatesse dans la façon dont Hugo Way présente tout ça. Il vient nous questionner sur comment est-ce que l'humanité en arrive là, pourquoi, et est-ce qu'on peut l'éviter, est-ce qu'on ne peut pas l'éviter. Ça vient questionner énormément, toujours avec, de toute façon, le posta, c'est souvent le principe, c'est que ça vient questionner pourquoi on en est arrivé là, et qu'est-ce qu'on aurait pu éviter pour en arriver là. Et c'était super, c'était vraiment hyper intéressant. On l'a lu en lecture commune avec le Patreon. Le premier, on l'a lu pas avec le Patreon. Le Silo Origine, on l'a lu en juillet, je crois, avec le Patreon. Non, en juin avec le Patreon. Et on a lu Génération avec le Patreon au mois de juillet. Et c'était génial de partager cette lecture. En plus, il y avait toujours ce rythme d'une quarantaine de pages par jour qui rendait la lecture hyper haletante. Je pense que c'était pas fait exprès. En fait, on aurait pu s'arrêter à n'importe quel chapitre, que ça donnait ce côté « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'on ne suit pas qu'un personnage. Donc, on fait des allers-retours, on va suivre tel personnage, après on va suivre tel personnage. Il n'y a pas non plus pléthore de personnages, ne vous inquiétez pas, on ne se noie pas. Hein, et ils sont quand même très facilement identifiables, donc il n'y a pas de souci, la lecture est très fluide. J'ai adoré La Plume d'Hugo Way et je découvrirai avec grand plaisir tous les ouvrages qu'il a proposés. Je reste un petit peu sur le popotin en disant que le premier tome était en auto-édition. C'est quand même assez incroyable et je suis hyper contente de m'être enfin lancée dans cette saga. Je sais que les tomes sont gros, mais n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer dans des pavés comme ça, n'hésitez pas à faire des découpages sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Bref, quelque chose qui vous permet de moins appréhender le pavé en fait. Et enfin, je vais terminer par un énorme coup de cœur. Vous vous doutez bien, pardon, que j'allais vous présenter le 3e tome des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Oui, effectivement, c'est le 2e que je vous présente de cet auteur dans cette pile à lire. Et c'est marrant parce que j'ai lu les 2 livres, pas loin l'un de l'autre, et je n'ai pas eu la sensation de lire le même auteur. Il y avait des univers tellement différents que je n'ai pas pu me lasser. J'ai eu la chance de recevoir ce livre en service presse de la part de la maison d'édition Albin Michel Imaginaire, que je remercie encore une fois. On va suivre ici la fin de la saga autour de Santia, cette jeune voleuse qui se retrouve dans ce monde à Tevan, dans cette espèce d'univers qui ressemble fortement à l'univers des mafias italiennes, avec ses grandes maisons et leur pouvoir, comment ça se passe. Dans le premier tome, on est vraiment plongé dans le fonctionnement des maisons, dans le rôle de Santia, qu'est-ce qu'elle fait là. On va découvrir les personnages qu'on va suivre tout au long de la saga. Donc il y a un personnage... que je vais éviter de trop vous en dire parce que c'est bien de découvrir qui c'est qu'on va suivre. On va suivre des personnages féminins, des personnages masculins, mais on suit globalement Santia et des personnages féminins. Et c'est très important parce que c'est une saga féministe, dans le sens où il y a des intrigues autour des femmes qui ne concernent pas les hommes. Il y a des intrigues autour des hommes qui concernent les femmes. Mais c'est la première fois que je vois une identité féminine féminine si forte dans une saga de fantasy. C'est-à-dire que les femmes qu'on va décrire souvent, elles ont besoin d'avoir le pendant masculin. Il y a toujours une partie où l'homme reprend le dessus quelque part. Là, il n'y a pas de dessus, il n'y a pas de dessous, il n'y a pas d'ailleurs. En fait, il y a un personnage central et il va y avoir des personnes qui vont graviter autour d'elle. Mais globalement, on est sur un univers féminin. En quoi ça change la donne? Ça change la donne que ça fait du bien parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu. Je ne dis pas qu'il faut plus de personnages féminins, il faut qu'il y ait que des personnages féminins, que des personnages masculins, c'est pas la question. Bien sûr qu'il en faut, entre guillemets, c'est-à-dire que moi j'aime suivre des hommes, j'aime suivre des femmes, j'aime suivre des personnes. Il n'y a pas de distinction. Il y a même des personnages qui dépassent le genre dans cet univers. Et j'ai beaucoup aimé justement ça, le fait que ça soit aussi inclus. C'est une saga de fantasy inclusive et ça vient rééquilibrer un peu les milliers d'ouvrages qui sont exclusivement masculins autour de la fantasy. Ça vient aussi casser les codes du genre masculin dans la fantasy. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce rôle de l'homme fort, musclé, grand, invincible. En fait, Robert Jackson Bennett, il vient casser les codes. Il n'y a pas de personnages sensibles féminins ou de personnages pas sensibles féminins, de personnages fort masculin ou pas fort masculin, il y a des personnages qui existent comme ils sont, il y a des personnes qui sont comme elles sont, il y a des personnes qui sont humaines avec leurs failles, avec leurs forces.
je suis en train de m'enflammer, ça me donne envie de pleurer tellement j'ai aimé cette saga. Je vous jure, je vais essayer de contenir mon émotion parce que c'est une saga qui m'a... Je pensais pas que ça me ferait cet effet-là de vous en parler, mais c'est une saga extrêmement forte parce qu'elle vient nous ancrer avec tout ce qu'on a d'humain et elle vient l'ancrer dans un univers de fantasy qui vient nous toucher, qui vient nous émouvoir et vraiment ça a été une découverte absolument incroyable. Je ne comprends pas que tout le monde n'ait pas lu Robert Jackson Bennett. Je ne comprends pas que cet auteur n'ait pas autant de succès. Il est connu, bien sûr qu'on a entendu parler de sa saga, mais je comprends pas qu'elle soit pas genre... c'est une saga que je relirai. C'est pas possible, je peux pas faire autrement. Là, rien que de me dire, bah en fait, il me reste très peu d'ouvrages de Robert Jackson Bennett à lire, bah, ça me rend toute triste. Parce que cet auteur, il est d'une sensibilité incroyable et d'une toujours, je sais, je l'ai dit 50 fois, mais d'une justesse que je pense j'ai rarement vu dans un livre. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur cette saga, si ce n'est que je vous en prie, découvrez Robert Jackson Bennett. Je vous en prie, découvrez Les Maîtres Enlumineurs. J'ai bien conscience que les ouvrages sont à un certain coût, mais je peux vous dire que c'est d'une telle qualité que ça les vaut largement. Et j'aime énormément les couvertures. Je suis très très fan des couvertures. Et je trouve qu'elles ont une tendance à être un peu impressionnantes. On est sur une saga qui est tellement bien ficelée qu'on ne peut pas se perdre en fait. C'est tellement... Il y a des moments où des fois j'étais là genre wow, et puis hop, ça y est, je repartais, ça y est, c'était l'auteur me remettait dans l'axe de ce que je devais suivre et tout ça, et c'est très puissant. Ben voilà, c'en est tout de cette update lecture qui est, ma foi, a été plein d'émotions parce que ce sont des lectures que j'ai énormément aimées. J'appréhendais un peu de le tourner parce que je me disais, mais est-ce que je vais bien me souvenir de tout? Mais en fait, oui, je me suis bien souvenu de tout parce que c'est des lectures que j'ai adorées. J'ai la chance en 2023, j'ai l'impression de faire quasiment que des lectures incroyables. Est-ce que ça va pas me donner un niveau d'exigence pour la suite? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas le premier update que je tourne où il y a quasiment que des coups de cœur. Ça me donne envie évidemment de poursuivre avec certains auteurs. S'il faut retenir deux auteurs sur cet update, c'est bien évidemment, vous l'aurez compris, Robert Jackson Bennett et Hugo Way que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas la plume de ces auteurs. Si vous n'êtes pas happé par la fantasy, je vous conseillerais bien de le tenter quand même, Les Maîtres Enlumineurs, parce que ça vaut le détour. Et bien voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a une lecture qui vous tente, Les Maîtres Enlumineurs, ou si vous avez déjà lu l'une d'entre elles et qu'est-ce que vous en avez pensé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et évidemment, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!